Bonjour à vous, terme numéro 483. Aujourd'hui, c'est un nouveau film critique et aujourd'hui, on va parler de The Rock. Non, pas ce caillou-là, l'autre caillou, le rocher. Celui-là qui accueille Sean Connery et Nicolas Cage en tant qu'acteurs. Oh yeah. Alors, aujourd'hui, ça va être assez massif. Parce qu'il faut savoir que le film The Rock, le rocher en français, c'est un trailer d'action américain de 1996. Réalisé par le seul, l'unique Michael fucking Bay. Je répète, un film trailer action fait par Michael Bay avec Sean Connery et Nicolas Cage. Aïe aïe aïe. Michael fucking oh, on sent que c'est un massacre. Donc, faut savoir, donc comme il dit, il est réalisé par Michael fucking Bay, coproduit par Don Simpson, Jerry Bruckheimer, écrit par David Weisberg et Douglas S. Cook. Le film, comme j'ai essayé de dire, est met en vedette Sean Connery, Nicolas Cage et Ed Harris, avec William Forsythe et Michael Biehn en co-vedette. Alors, Sean Connery, il a joué beaucoup de films. Le Sean Connery, Sir Sean Connery, Sean Connery, le truc qu'il a fait pour le plus connu, c'est James Bond. Il a joué dans pas moins de 7 films. 7 James Bond. Et à côté, on a Nicolas Cage, qui a quand même joué dans pas mal de trucs aussi, Ghost Rider, Maître de guerre, etc. etc. Ed Harris, il a joué dans Apollo 13, c'est le méchant dans Truman Show, le méchant dans The Rouge. Bordel de merde, ils ont foutu 3 foutus acteurs géniaux réunis. Là, il y aurait tout de suite le pourquoi du comment de caisse. Alors, comment ça se fait que Monsieur Harris, Nicolas Cage et Sir Sean Connery se retrouvent dans un caillou en plein, pas loin des États-Unis? Pourquoi? Comment? Comme dirait Nicolas Cage dans son rôle de son personnage. Voilà. Comment? Par Jupiter et ses roubignoles? What the fuck? Qu'est-ce qui a pu se produire? C'est très simple, oui non. En fait, cet événement qui a été produit par un général de brigade désabusé du nom de Francis Hummel, ainsi que son commandant second, le major Tom Dexter, vont diriger un groupe d'anciens soldats de l'US Force Recon Marines qui vont attaquer un dépôt d'armes navales fortement gardé pour voler un stock de 16 roquettes M55 et du gaz VX. Un gaz neurotoxique hyper dangereux. Hélas, pendant cette opération, Hummel et son commando vont perdre un des leurs. Le lendemain, c'est avec les capitaines Fry, Darrow, de nouveau recrutés, que Hummel et ses hommes vont prendre le contrôle de l'île d'Alcatraz, l'ancienne prison extrêmement réputée, prenant ainsi 80 otages qui étaient des touristes, plus encore le pauvre couillon qui devait faire les tours. Hummel va menacer de lancer les roquettes contre San Francisco, à moins que le gouvernement américain lui verse 100 millions de dollars d'une caisse noire. En fait, qu'il voudra distribuer à ses hommes et aux familles des Recon morts lors des missions clandestines sous son commandement, mais dont la mort n'a donc pas été indemnisée. Le ministère de la Défense et le FBI élaborent alors un plan pour reprendre l'île et pour cela ils vont utiliser une équipe de l'US Navy SEAL, donc la force maritime de frappe de l'US Navy, dirigée par le commandant Anderson.
Mais pour contrer le gaz VX, il leur faut un spécialiste, le meilleur des spécialistes des armes chimiques, qui n'est autre que Nicolas Cage dans son rôle du docteur Stanley Goodspeed. Et bien sûr, il leur faut un guide, et pour ça, ils vont sortir le seul détenu qui a réussi à s'apper d'Alcatraz, John Manson. Mais le directeur du FBI, James Womack, va essayer de soudoyer Manson avec une grâce, que d'ailleurs Womack détruira par la suite. Manson va être installé dans un hôtel, où il réussira bien sûr à s'échapper, entraînant une brute en voiture avec Goodspeed dans les rues de San Francisco, alors qu'en fait Manson cherchait juste sa fille, Jade. Quand ils se rencontreront, elle va l'accuser de s'échapper alors que Goodspeed va arriver. Il va couvrir Manson en disant à Jade qu'en fait son père aide le FBI. L'équipe réussira donc à infiltrer Alcatraz, mais les hommes de Meule vont être alertés par leur présence et vont leur tendre une embuscade dans la salle des douches. Sauf que ça va mal tourner et ça va être un massacre pour le groupe du SEAL, ne laissant que Manson et Goodspeed en vie. Goodspeed va essayer de terminer la mission en tentant de forcer Manson à l'aider. Bien sûr, Manson voyant que la chance de s'appeler à tout ce qu'il a vécu est ouverte, il va se barrer. Enfin, il va tenter de se barrer, en prenant même l'arme de Goodspeed. Ce qui va se passer en fait à un moment, c'est que pendant que Manson et Goodspeed que Goodspeed essaie de rattraper Manson qui nous a sorti, les Marines ennemis vont comprendre qu'il y a une radio qui manque. Et donc le second Anderson va utiliser l'explosif pour dénicher des survivants s'il y en a. Enfin, s'il y en a. Manson et Goodspeed, après s'échapper à 2 doigts de la mort, vont parler. Enfin, Goodspeed va lui dire la vérité sur ce qui se trame réellement en haut de l'île. Que ce n'est pas une opération de sauvetage d'otages, mais en réalité, bien que les otages soient facultatifs, notre vrai problème est l'engin qui tient le gaz VX. Et que si ça touche, non seulement Manson perdrait sa fille, mais ça ferait aussi beaucoup de mal à Goodspeed parce que juste avant qu'ils soient appelés pour cette opération, il apprend que sa compagne est enceinte et qu'elle a fait le déplacement jusqu'à San Francisco alors qu'il lui avait dit de ne pas venir. Manson est en fait un ancien soldat de service de renseignement britannique. Donc en tant que soldat, il sait aussi très bien une chose, laisser mourir des civils n'est pas concevable pour lui. Qui apparemment Hummel semble avoir oublié. Donc c'est aussi un des gros avantages du film, mais j'expliquerai pourquoi j'aime ce film tout de suite. Bon, Manson et Goodspeed vont faire un bon gros nettoyage de Marine et ils vont désactiver 12 des 15 fusées en tirant leur puce de guidage. Mais à ce moment-là, Hummel va menacer d'exécuter un otage s'ils ne se rendent pas et ne leur donne pas justement les cartes. Manson va donc les détruire avant de se rendre à Hummel pour tenter de raisonner et gagner du temps. Comme ça, Goodspeed aura le temps de désactiver une autre des saletés, mais se fera capturer. L'équipe d'incursion sera hélas prise prisonnière. Un plan de secours va être lancé. Une frappe aérienne faite par des FA-18C, donc des avions de chasse rapides, vont lancer des bombes au plasma thermite, un truc qui balaye tout à une chaleur immonde, qui est d'ailleurs la seule chose qui peut neutraliser le gaz. Mais le problème, c'est que le plasma thermite va tuer tout ce qu'il y a sur l'île, aussi bien les otages que le gaz, que les soldats. Ça va être un massacre. Manson et Goodspeed pendant ce temps vont s'échapper et Manson va lui expliquer pourquoi il était revenu prisonnier. Car, comme je l'ai dit, c'est un ancien capitaine britannique. C'était un agent du SAS et aussi un agent du MI6. Il a été capturé pour avoir volé un microfilm contenant les détails des secrets les plus gardés des États-Unis. Sachant qu'il serait suicidé s'il le rendait, il a préféré passer les 30 dernières années emprisonné sans jugement pour avoir refusé de le remettre. Que oui, c'est un truc comme ça, il l'aurait rendu, il serait fait tuer en cellule. Soit par déshonneur, il l'aurait fait lui-même, soit
un autre agent serait occupé de lui. Mais pendant ce temps, la date limite que Hummel avait demandé par la rançon va passer. Ces hommes, sous des coups de pression, vont le pousser à tirer une roquette. Bien qu'il le fasse, il va la rédiger pour l'épouser à la mer. Hummel va alors confronter Darrow et Fry, expliquant que la menace de roquette était un bluff élaboré, qui n'avait pas du tout l'intention de nuire à des civils innocents, prouvant alors en réalité que depuis le début il n'était pas un fou psychopathe, que les mots qu'avait employés Manson l'avaient touché. Il n'avait jamais eu l'intention de tuer des innocents. Même l'otage qu'il avait mis en gage de mise à mort si les autres ne se rendaient pas, il ne l'aurait jamais fait. Là, on voit de nouveau que Hummel est bel et bien un soldat en réalité, et qui ne veut pas tuer d'innocents. Il déclara alors que la mission va être terminée, ordonnant de quitter Alcatraz à quelques otages, puis a vu les restants pourrir leur retraite pendant qu'il assumera le blâme. Mais Darrow et Fry vont réaliser qu'ils ne seront pas les 1 million de dollars chacun, vont faire une mutinerie contre lui, se déclarant mercenaires et la fusillade éclatera. Baxter, qui va essayer de protéger Hummel, sera tué. Hummel, lui, sera mortellement blessé. Mais alors que Goodspeed et Manson vont venir le sauver, dans un dernier râle d'agonie et de tristesse, il comprendra son erreur et va lui révéler où était la dernière fusée, avant justement de mourir. Darrow et Fry, eux, pourtant poursuivent le plan de tirer sur San Francisco. Goodspeed, lui, va chercher le dernier missile, pendant que Manson va s'occuper des Marines restants. Approche des jets, Goodspeed va déceler la fusée avant de tuer Barrow et Fry. Bien que la menace soit passée, d'ailleurs, Goodspeed va faire crever à cause justement du VX, mais un truc comme au début du film va le sauver la peau. Mais comme je disais, la menace va être passée, mais pour prévenir qu'il ne faut pas tirer, il devait allumer une fusée éclairante. Verte, c'était passé. Sauf que le temps qu'ils sortent, c'était trop tard. Les bombes vont être larguées. Mais bon, l'explosion ne va pas toucher ni où il y a les civils, ni où il y avait des trucs dangereux. Donc aucun otage ne va être blessé, mais l'explosion va jeter Goodspeed dans la baie de San Francisco. Mais Manson va sauter dans l'eau pour le sauver. Goodspeed alors va prendre la radio que lui tendra Manson pour faire un rapport de mission. Et il mentira en disant que Manson est mort pendant l'explosion. D'ailleurs, Goodspeed avouera à Manson que Womack, le chef du FBI, avait déchiré tout simplement la grâce présidentielle. Et donc il allait finir en tôle s'il restait là. Goodspeed va lui proposer alors quelque chose. C'est de prendre les petits sous-marins à lesquels il était arrivé sur l'île, d'aller dans sa chambre d'hôtel et prendre l'argent qui était dans la Bible. Comme ça, il pouvait disparaître et refaire sa vie. Manson, pour le remercier de tout ce qu'il a fait, lui révélera l'emplacement du microfilm. C'est comme ça que Goodspeed et Manson vont se séparer. Plus tard dans le film, nous allons voir Goodspeed et sa jeune épouse Carla, donc la personne qui était enceinte, qui a rejoint San Francisco alors qu'il y avait une saloperie qui pouvait la tuer, elle et le gosse. Logique, la meuf. Avec un pied d'un banc d'un siège d'un banc qui est dans l'église, et pour récupérer le microfilm. Et la dernière scène, ça va être donc Nicolas Cage en Goodspeed qui demandera à sa femme de savoir qui a réellement tué JFK, donc le président Kennedy qui a été assassiné d'une balle dans la tête. Je vous dis, les rôles, c'était Sean Connery en tant qui était le capitaine du SAS et du MI6, John Patrick Manson, Cage, lui qui était l'agent spécial, le docteur Stanley Goodspeed, Hummel, enfin Francis X. Frank Hummel, son vrai nom, était donc Ed Harris. John Spencer campait le rôle du directeur du FBI, Jim Womack, le déchireur de contrat.
David Morse était donc le major, Tom Baxter le second de Hummel. Puis il y a plein d'autres rôles qu'on voit à peine, mais par exemple la personne qui fait la compagne de Goodspeed, donc Carla Pestrazzoli, a été campée par Vanessa Marcil, qui est une actrice américaine. Les autres rôles qu'on voit assez souvent, donc le capitaine Fry, qui était campé par Gregory Sportleder, et le second capitaine traître Tony Todd. Puis un tas d'autres rôles qu'on croise dans le film, on voit un président, un autre docteur, un juge, un autre sergent, des collègues de Goodspeed, les chefs d'état-major, des généraux pendant qu'il y a la crise dans le Pentagone. Le film a eu beaucoup de problèmes de censure parce qu'il y a des scènes considérées comme trop violentes à l'époque. Alors, certaines scènes vont être considérées comme trop violentes, d'autres vont être considérées comme trop douces, alors qu'ils ont rajouté de la violence gratuite dedans. Il y a eu aussi le problème qu'un rapport a été fait alors pour dire que Saddam Hussein faisait le programme irakien d'armes chimiques était en fait basé sur un rapport du film, donc ça fait un peu le bordel. La musique ils ont produit Hans Zimmer, mais aussi de la personne qui a fait le film, la personne qui a aussi fait le film, qui est aussi un hommage en fait du coproducteur Don Simpson, qui est en fait mort hélas 5 mois avant la sortie du film. Le film, malgré qu'il y ait eu des petits problèmes avec le pseudo-rapport et la violence sous la violence, le film a eu de très bonnes critiques. Il a même été nominé pour le meilleur son à la 69e cérémonie des Oscars. Et fait également un grand succès financier, parce que la recette du box-office a valu plus de 335 millions de dollars pour un budget de production de seulement 75 millions. D'ailleurs, il va être nommé comme le 4e film le plus rentable de 1996, ce qui n'est pas rien. Le film va prendre la critique suivante. D'ailleurs, beaucoup de gens diront que ce film c'est pour des sensations fortes, viscérales. Il va pas être battu parce que effectivement, le film certes n'engage pas votre cerveau. C'est un film d'action, comme il y en a eu des milliers à cette époque, mais il est vraiment sur un point beaucoup preneur que beaucoup d'autres. D'ailleurs, le film va avoir plusieurs distinctions. Il va remporter plusieurs prix mineurs, comme celui-là du meilleur duo à l'écran pour Connery et Cage, au MTV Movie Award. Il va également être nominé pour un Oscar de meilleur son. D'ailleurs, en 2014, Time Out va interroger plusieurs critiques du cinéma, réalisateurs, acteurs et cascadeurs pour répertorier leurs meilleurs films d'action. Et le film qu'on parle aujourd'hui va figurer en minimum 74e place, alors que c'est un film qui datait d'il y a des années, ce qui n'est pas rien. D'ailleurs, en 2019, Tom Lehman, donc le co-leader, a classé le film comme un des meilleurs films de Michael Bay. Et aussi, ce n'est pas seulement un des meilleurs films de Michael Bay, c'est aussi un instantané parfait à l'apogée des films d'action des années 90. Il faut aussi savoir qu'en fait, en 2017, le directeur Michael Bay a discuté à l'idée de faire une suite au film. Mais ça n'a jamais vraiment été développé parce que Manson poursuivrait le gouvernement après s'être échappé, reprendre les faits du passé, enfin du film d'avant, ça ne plaisait plus. Alors voilà, là c'est pour le côté blablabla. Maintenant pour le côté purement critique du film, c'est le côté que vous adorez tous, le côté que j'y allume, ce film ne peut pas vraiment l'allumer. Pourquoi? Parce que honnêtement, je l'ai vu je sais pas combien de fois. Là je l'ai revu 2 fois avant de faire cette critique, même 3 fois, là je suis en train de voir une 3e fois. Je peux pas le critiquer parce que
Sean Connery, c'est la classe à l'anglaise, très calme, très sûr de lui. À côté, on a Cage, purement produit américain. Rock'n'roll, ça pète, il est, allez, c'est parti. À côté, on a un personnage, enfin l'acteur qui joue Hummel, militaire trahi, qui essaie juste de faire changer les choses, qui veut pas tuer des gens, mais qui essaie de se faire passer pour un méchant pour justement faire peur aux gens. Ce trio-là fonctionne. Mais le pire, c'est que c'est vraiment le duo Cage et Connery qui aident des étincelles. Au moment où ces personnages, même avant qu'ils se rencontrent, au moment où ils se rencontrent, dans tout le reste du film, parce qu'à leur départ, quand même, ils disent au revoir, même leur au revoir, c'était putain d'épique. Non, moi, une des scènes qui m'a. Je me suis dit, mais Connery, wow, ce gars, il a la classe à méga. C'est comme j'ai dit, le moment où Hummel va dire qu'il va tuer un otage et que Connery va essayer de gagner du temps, qui va commencer à lui parler. Je vous mets la scène parce que la scène est juste énorme. Voilà, juste ça. Il parle, il commence à faire de la philosophie, il se fout de sa gueule. Sean Connery se fout de sa gueule et après il repart en mode. Enfin, allez, il se fait choper, mais il est là en mode. Je suis un putain de héros et c'est pas que ça. Même Nicolas Cage, au début, on voit comme ça, comme un scientifique, un peu allumé, un peu barge, mais il est juste épique. Ces deux rôles, ils vont devoir cohabiter ensemble, travailler ensemble, alors que bon, Manson c'est un type de terrain, c'est un gars de terrain, il a l'habitude ce genre de truc. Cage, lui, c'est plus du fait qui doit gérer les trucs les plus techniques. Donc là, on a un côté vraiment technique pour Cage et vraiment militaire pour Sean Connery. Et là, on est là en mode wow. Parce que bon, Connery, quand vous voyez dans le film, il a déjà son âge. Il avait déjà un certain âge à ce moment-là. Ce côté personne un peu plus âgée connaît tellement bien son personnage que lui, il est juste lui-même dans ce rôle. J'ai l'impression de voir Sean Connery qui était envoyé à Alcatraz. Même chose pour Cage. Pour moi, c'est Cage qui fait de la science, pour éviter qu'une saloperie explose dans une ville. C'est ça que ce film, il est juste épique. Tous les scènes, en fait, se suivent avec une telle finesse qu'en fait, on suit le fil rouge et on se laisse emporter par le film. Il y a de l'action, il y a des moments où tu rigoles, tu te dis mais ils sont cons. Il y a des moments où tu te dis juste ah oh, shit. Que, je me dis, à un moment, les soldats vont se faire massacrer dans les douches. Voilà la scène. Vous la mets au compte. Là, le dernier, quand il se fait défoncer, quand il tombe, on voit dans le visage de Cage le merde, on s'est fait massacrer. Et on voit derrière, vous savez bien, on voit comme lui qui est là en mode ouais, ça, c'est normal. Ça, c'est ce qu'il appelle une opération qui foire, ça peut arriver. Le contraste entre un qui n'est jamais sorti de son labo et l'autre qui a tellement vu ça que ça ne l'aime même pas. Juste que voilà, à ce moment-là, moi je dis ouais, Sean Connery est juste son personnage c'est juste un vieil aigri qui veut juste se barrer. Mais quand Cage lui dit la vérité, on voit sur son visage vraiment un côté humanité. Et même les autres, on voit les soldats, ils sont au début, voilà, quand ils vont perdre leur homme pendant l'opération, voilà la scène. Et il est en mode pars, s'il te plaît, je veux pas voir ta mort, j'ai pas envie d'avoir ta mort qui vient de me hanter, je suis vraiment désolé, t'es mort, mais enfin, t'es fait avoir, on peut plus rien faire. Gaz VX va te tuer en quelques instants. Si on ouvre, on se condamne aussi, on peut rien faire, on peut plus rien faire pour toi. Mais des autres, oui, on va chez le général, puis à la seconde il pète comme un câble et ça part. D'ailleurs, la scène de fight, je vais juste vous mettre ce morceau-là. Le moment où Goodspeed et Manson vont tirer Hummel. Et que Hummel va comprendre son erreur. Ça, on voit vraiment un autre côté de tous les personnages qu'on avait depuis le début du film. Qui sont encore en vie, bien sûr, que les autres. Ils ne plus trop, ils sont fait un peu hachis menu.
Voilà, donc voilà, c'est surtout un film qui est très... On croit connaître les personnages, puis on voit en fait leur vrai caractère. Hummel n'était jamais un meurtrier. Il regrette juste qu'il a perdu tant d'hommes qu'il a jamais pu vraiment enterrer comme il aurait dû. Même chose pour les autres. Guspin est juste un gars qui est dégoûté un peu de la folie humaine avec les produits qu'ils peuvent utiliser pour tuer d'autres personnes. Et là, le gaz VX sera la preuve que l'humanité est complètement folle à ses yeux. Et Manson, lui, c'est l'inverse. C'est un ancien qui a connu l'ancien système, qui est perdu dans un monde qui n'est plus le sien, qui veut juste vivre. Bon, Womack, lui, c'est juste un salopard qui essaie juste d'avoir le contrôle sur tout. Honnêtement, c'est un bon film. Oui, c'est pas un film où il faut réfléchir, c'est pas un film très intellectuel, c'est un film d'action comme on en a fait des tonnes à l'époque. Mais celui-là, il a un petit truc qui fait que ce film fait vraiment une avancée, parce que ça part un peu en mode quelles sont les vérités sur les soldats, quelles sont les armes qu'on peut vraiment utiliser, qu'est-ce que le gaz VX, qu'est-ce que la science peut faire dans ce genre de truc, est-ce qu'un ancien militaire pourrait sauver des trucs comme ça, est-ce que c'est vraiment ça, hein. Quand Goodspeed va parler à Manson quand il est enfermé, on voit une expérience contre l'expérience. C'est deux mondes complètement différents. Personnellement, c'est un film, pour moi, il restera légendaire. Pour moi, honnêtement, c'est un bon 19 sur 20. Bon, sur ce, c'est la fin de ce film. Je vous dis à très bientôt la Terre.